L'idée, comme je te disais, c'est pas de tout automatiser, c'est-à-dire de remplacer l'humain complètement, c'est de lui retirer les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à ce qu'il sait faire. Du coup, ça lui permet aussi d'avoir du temps pour aider le modèle à continuer à vivre. Et donc en fait, tu peux très vite remplacer un métier d'opérateur par un métier qui consiste à continuer à entraîner le modèle au long de sa vie, à continuer à le paramétrer, à le configurer. Tu vois, il y a des options qui sont des purs critères de sévérité. On utilise énormément les industriels et on essaie de leur donner un max d'autonomie pour qu'ils soient en mesure de maintenir ce modèle en conditions opérationnelles. Et en vrai, le challenge, il reste quand même sur le fait que collecter des jeux d'entraînement, c'est long, c'est fastidieux. On parle souvent du fait qu'il y a besoin de quantités de données énormes et c'est souvent vrai. Ça peut être très compliqué à mettre en place. Même si dans l'industrie, on espérait nous au départ qu'on aurait suffisamment de pièces pour faire ça. En fait, tu as toujours des classes que tu n'as pas de manière représentative. En fait, les industriels font moins de défauts que de pièces saines. Tant mieux pour eux, mais je veux dire, pour nous, ça ne nous arrangeait pas au début. Collecter toutes ces pièces-là et la capacité de les intégrer régulièrement au modèle, ça, c'est quelque chose de compliqué. Nous, on pense que la meilleure manière, c'est pas de former tous ces gens-là au machine learning, mais plutôt de leur donner les outils adaptés et potentiellement même qui matchent un petit peu avec leur travail actuel. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sortent autour des visual prompting et qui nous inspirent plein de choses dans la similitude que ça a avec la manière dont ils décrivent les spécifications qualité aujourd'hui. On essaie de ramener cette interface de maintien en conditions opérationnelles à leur activité d'industrie.